Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous souhaite la bienvenue et merci de nous écouter tous les jours. C'est les vraies voix jusqu'à 19h avec nos éditorialistes du jour. Ça va Philippe David? Ça va très bien. Vous avez essayé de m'arracher mon casque 2 fois. Là, pour... Mais pourquoi vous dites raconter tout comme ça? Oui, mais il faut... Lui, à l'école, c'est madame, elle m'a fait mal. Mais il ne dénonce pas. Non. Ça n'est pas un délateur. Ouais, c'est ce qu'il vient de faire il y a 2 secondes. Oui, mais j'ai des témoins assermentés aujourd'hui. J'ai rien vu. Quoi qu'il en soit, on vous souhaite la bienvenue. Merci de nous accueillir chez vous tous les jours de 17h à 20h. Et au sommaire de cette émission, faut-il des états généraux pour renforcer la sécurité dans les établissements scolaires? À 17h30, une enseignante, on en parlera, une enseignante a été mortellement poignardée ce matin par un élève de 16 ans dans un lycée de Saint-Jean-de-Luz. Un drame qui touche la communauté forcément éducative et qui n'est malheureusement pas le premier, Philippe. Oui, Cécile, malheureusement, une dizaine de professeurs ont été tués dans l'exercice de leur fonction en France sur les 40 dernières années. Vous êtes enseignant, vous avez peur d'aller en cours, vous avez été témoin d'élèves qui amenaient des objets particulièrement dangereux comme un couteau. On vous attend pour venir témoigner au 0826 300 300. Et sur les états généraux pour la sécurité dans les établissements scolaires, vous dites oui à 64%. À 18h30, hashtag haine anti-flic, c'était la une du Parisien. Les policiers sont-ils justement pointés du doigt? Coup de projecteur, ne dis pas à l'école que ton père est flic. C'est un constat alarmant dressé par de plus en plus de fonctionnaires de police qui illustrent une partie des difficultés que traverse la police aujourd'hui, Philippe. Oui, Cécile, des difficultés qui ne cessent d'augmenter. En 20 ans, les agressions contre des policiers ont plus que doublé. Vous êtes policier, vous dites à vos enfants, à votre femme, ne dis pas ce que je fais dans la vie parce que vous avez peur que ça soit appris et qu'on s'en prenne en représailles à votre famille. Venez nous le dire, on vous attend également au 0826 300 300. Et les policiers sont-ils injustement pointés du doigt? Vous dites oui, à près de 80%. On vous souhaite la bienvenue, c'est les vraies voix, jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Et nos chroniqueurs du jour, toujours Philippe Bilger au poste. Bon pied, bon oeil. Oui, cette fidélité. J'espère, bon pied, c'est sûr, oui. Bon oeil, j'espère bon esprit. Oui, bon esprit. Mais j'ai très peur face à des chroniqueurs redoutables. Oui, et redoutés. Jean-Michel Fauvergue, par exemple. Bonsoir, Jean-Michel. Lui aussi, il a été souvent fidèle au poste, mais c'était pas le même. Oui, c'est ça. Bonsoir. On dit bonsoir plutôt que bonjour. On dit bonsoir, oui. Ancien député, ancien patron du RAID, auteur de ce livre, Homme en noir, publié chez Plomb, en ce moment, que vous pouvez bien entendu aller acheter, qui est un très bon livre. C'est vrai que c'est pas facile de passer de policier à auteur, mais ça se passe plutôt bien de votre côté. Olivier d'Artigol est avec nous, éditorialiste politique. Bonsoir. Bonsoir. Non, il nous l'a dit façon Chirac. Bonsoir. Bonsoir. Voilà. Tout va bien. Vous avez l'air réveillé. Mais dites donc, je crois de vous retrouver. Oui, d'accord. Okay. Disons, ça va être sympa aujourd'hui. C'est ça. Ça va sinon oui. Vous avez passé une bonne semaine sans nous? C'est long. C'est long. Ouais, c'est long, mon petit chat. On vous aime. En tout cas, pendant toute cette émission, on va pouvoir dérouler l'actualité. Et cette actualité, on va la dérouler avec Quentin qui nous appelle de Nice. Bonsoir, Quentin. Bonsoir à tous. Bienvenue, Quentin. Vous avez vu, ils sont tous les trois, à part Philippe Bilger, ils sont en maîtrise. C'est-à-dire qu'on maîtrise notre parole, on se met un petit peu en retrait. Et bam, au moment où ça va partir, il va falloir vous imposer, Quentin. Je suis prêt. Vous êtes prêt? Vous faites quoi dans la vie? Si on peut... Je suis enseignant sur Nice. Ah, très bien. En tout cas, c'est un sujet qui pourra vous intéresser puisque j'imagine que vous avez des choses à nous raconter. Vous allez pouvoir jouer contre Philippe Bilger au quiz de l'actu, contre Jean-Michel Fauvergue ou contre Olivier d'Artigol. Donc, écoutez bien. Vous allez voir que ça gagne. Philippe Bilger, il gagne pas mal en ce moment. Donc, attention à lui. Attention à lui. Oui. C'est bien, la défaite est noyée. Oui, la défaite est noyée comme ça. En tout cas, vous restez avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Écoutez, ça c'est la chanson du jour. Ah, merci. C'est pour vous. Ah, merci. James Blunt, vous savez pourquoi? James Il fête Blunt. ses 49 ans aujourd'hui. Et c'est quand même une reconversion. On a les rebondisseurs ce soir à 19h. Il était dans les forces spéciales de l'armée britannique. Il est devenu chanteur. Ouais. Si ça, c'est pas une reconversion pour le moins surprenante, c'est quand même pas mal. C'est comme la reconversion de Jean-Michel Fauvergue. Voilà. Il était Policier flic à d'élite, il est hauteur. devenu vraie voix. Voilà, c'est ça. Et Jean-Michel, j'attends votre 3e vie. Déjà, mais j'y suis. Déjà, il commence. J'y suis. Policier, politique, romancier.
conférencier, c'est bien. Ah oui, alors votre quatrième. Oh là là, oh là là. Le chanteur. Donc ça veut dire que la politique c'est fini, Jean-Michel Fauvergue? Ça veut dire que la politique, c'est officiellement, de manière officielle, c'est fini. Oui. Ouais, plus jamais, jamais, jamais. Bon, il faut jamais dire vous jamais. y pensez parfois en vous rasant ? Il faut pas se faire piéger et dire jamais. Mais non, moi j'y pense. Non, j'y pense pas en me rasant. Non, du Mais tout. ça vous a servi? Oui, bien pour sûr. votre roman? Énormément. Oui. Et ça m'a servi pour moi, pour ma culture personnelle, pour la manière de voir les choses, pour la manière dont fonctionne le cœur de la machine. Et c'est très très intéressant. Et c'est très intéressant. Et moi, je ne suis pas de ceux qui crachent dans la soupe. C'est très important. J'ai vu des hommes et des femmes qui, je les avais vus avant aussi dans mes fonctions de flic, mais qui sont complètement orientés sur le bien des gens, sur le fait de travailler pour leur pays, etc. Il faut pas nier ça. Une question par rapport à la police, tout à l'heure on vous la reposera, mais est-ce que si ça avait été politique et patron du raid après, dans l'autre sens, est-ce que ça vous aurait servi aussi ? Plutôt que de dire patron du raid et politique après, est-ce que le fait d'avoir, si vous aviez été dans la politique avant, est-ce que ça vous aurait aidé en tant que patron du raid après, si vous aviez fait changer le sens en fait, en termes d'expérience, quoi. Oui, moins sans doute. Mais moi, j'étais un politique très orienté sécurité, donc en fait, je suis pas sorti de ni de ma zone de confort. Il faut quand même le dire, ni de ma spécialité. Allez, le réquisitoire tout de suite. Vous restez avec nous, du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. Pour la première fois, monsieur le procureur, vous allez requérir contre quelque chose dont on n'a jamais entendu parler, le mensonge en politique. Comment ? En effet, je me demande d'abord si le mensonge est obligatoire en politique, ou peut-être même dans la vie. Dans la mesure beaucoup mentent par une sorte de pudeur, de bienveillance à l'égard d'autrui, ils ne veulent pas tout dire et par conséquent ils ne blessent pas. Mais en politique, si je disais ce que je pense et si j'avais fait de la politique, je crois que j'aurais essayé de ne jamais mentir. Évidemment, quand on a un rôle modeste comme politique, il est facile de ne pas mentir. Quand on est au plus haut niveau, c'est plus difficile, mais il me semble tout de même que malheureusement, les politiques en général considèrent que la sincérité ne serait pas la meilleure arme pour réussir dans leur domaine. Et je pense qu'ils ont tort. Mais enfin, c'est autre chose. Et donc, si on admet malheureusement le triste constat qu'une forme de mensonge est toujours nécessaire en politique, je distinguerais, et je l'ai fait, mais beaucoup de gens ont été en désaccord avec moi, ce que j'appellerais les mensonges relatifs qui existent dans nos systèmes démocratiques, où évidemment pour garder le pouvoir ou pour le conquérir dans une sorte de joute universelle, on ment un petit peu, on se fait valoir ou on critique les autres en sachant probablement qu'on en fait trop, des mensonges absolus. Et j'avais pris l'exemple de Vladimir Poutine qui considérait qu'il n'était en aucun cas l'envahisseur de l'Ukraine et qu'il était une victime totale. Donc j'ai considéré, ça peut être discuté, ça va l'être, qu'il y a des mensonges absolus et des mensonges relatifs. Jean-Michel Fauvergue, vous êtes au détecteur de mensonges. Là. Oui, non, mais moi je crois que pas pour compléter, je n'oserais pas dire ça, mais pour amener des éléments au débat, je crois que la problématique quand on est en politique, c'est que, enfin c'est pas une problématique, c'est que on fait partie d'un camp d'une manière générale, un camp pour lequel on a choisi les choses, on a choisi un programme, et à un certain moment, on a une discipline de camp à respecter, et quelquefois elle entre aussi en compétition avec des choses dont on pense pas vraiment que ça devrait pouvoir se passer comme ça. Donc, à ce moment-là, il faut faire un choix. Est-ce qu'on choisit notre camp pour structurer les choses et continuer à avancer, ou alors est-ce qu'on choisit notre position
personnel, comme ça se fait beaucoup maintenant, au risque de tout déstructurer, de tout casser, et de casser son camp lui-même, d'amener beaucoup moins de cohérence, et de mettre nos collègues en difficulté. Et ça, c'est une vraie problématique que moi j'ai ressentie à 2-3 reprises, pas énormément, à 2-3 reprises, sachant que moi je venais d'un boulot où, d'une manière générale, on joue compact, un peu comme au rugby. Olivier d'Artigol, avez-vous déjà menti? Oui. mais attendez, en fait, est-ce qu'on peut attendre de la politique en général ce qu'on peut ne pas toujours attendre de la nature humaine en elle-même? Est-ce que le mensonge est plus développé en politique que dans d'autres activités où il peut y avoir, par exemple, des notions de pouvoir? C'est une question. La vérité judiciaire est-elle toujours la vérité? Donc, mais en écoutant Philippe Bilger, j'ai aussi la nostalgie de certains profils politiques, celui de Mendès France me venait, ou d'autres, où il y avait une certaine forme de valeur intrinsèque au-dessus de tout, qui consistait, par-delà la solidarité de camp politique qui existe bien évidemment, à être au plus près d'une justesse, à la fois dans les faits et dans la manière de le dire. Mais bon, la vérité aujourd'hui, elle est mise à mal par l'évolution même de la société. Avec tout ce que nous recevons, il y a besoin d'être extrêmement vigilant. Mais c'est vrai, Olivier, mais Jean-Michel, votre réflexion est très juste. Et c'est pour ça que la politique est un superbe et douloureux métier. Parce que il me semble que je n'aurais jamais pu me distraire de moi. Je conclue avant de donner la parole par un mot d'un grand politique sur le mensonge. C'était Clémenceau qui disait: on ne ment jamais autant qu'avant les élections, pendant la guerre et après la chasse. Et voilà, comme ça, c'est réglé. Et on fera la différence peut-être entre omission et mensonge. Peut-être qu'il y a un lien ou pas. En tout cas, bref, vous restez avec nous dans un instant. 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Et puis on reviendra sur cette terrible nouvelle, cette enseignante qui a été mortellement poignardée ce matin par un élève de 16 ans dans un lycée de Saint-Jean-de-Luz. On en parlera bien entendu. Vous avez envie de commenter? Vous êtes les bienvenus à 0826 300 300. Votre témoignage est toujours le bienvenu. Restez avec nous, c'est les vraies voix, jusqu'à 19h. On est ce soir en bonne compagnie avec Philippe David. Il peut rien nous arriver. Olivier d'Artigol est là, quoique. Philippe Bilger est là, le magistrat, et Jean-Michel Fauvergue, ancien député, ancien patron du RAID et auteur de ce livre Les Hommes en Noir, publié chez Plomb. On va revenir dans quelques instants dans le grand débat du jour, Philippe, sur cette enseignante qui a été mortellement poignardée ce matin dans un lycée de Saint-Jean-de-Luz par un élève de 16 ans. Faut-il des états généraux pour renforcer la sécurité dans les établissements scolaires? Pour l'instant, vous dites oui à 59%. On en parle dans quelques instants. En attendant, les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Félix Mathieu. Bonsoir. 3 mots: assassinat, alerte et bacchanal. Enquête ouverte pour assassinat. Une professeure a été poignardée à mort ce matin par un élève de 16 ans dans un collège-lycée privé de Saint-Jean-de-Luz. État d'alerte lancé par Christophe Béchu. 32 jours sans pluie en plein hiver. La France a 2 mois de retard de remplissage des nappes phréatiques selon le ministre de la Transition écologique. Et puis bacchanal, autrement dit beuverie en langage courant. Des députés ivres, des bagarres. La buvette de l'Assemblée aurait eu un succès inédit durant les débats sur les retraites, selon le Parisien aujourd'hui en France. Les vraies voix Sud Radio. L'extrême violence a donc fait irruption ce matin dans un établissement catholique réputé paisible, le collège-lycée Saint-Thomas d'Aquin à Saint-Jean-de-Luz. Vers 10h, un élève âgé de 16 ans y a poignardé une professeure d'espagnol. Il a depuis été arrêté puis placé en garde à vue. L'enseignante, âgée de 52 ans, a succombé à ses blessures. 1 minute de silence sera respectée demain à 15h, indique le ministre de l'Éducation, Pape Ndiaye, qui s'est rendu sur place. C'est un jour triste pour l'éducation nationale. C'est un jour triste, bien sûr, pour cet établissement. Le temps, bien sûr, de l'enquête va venir. Le temps de conclusion éventuelle viendra. Aujourd'hui, c'est le temps de l'émotion. Environ 90 élèves sont pris en charge depuis ce matin par une cellule psychologique. De même, les professeurs que nous venons de rencontrer sont pris en charge. Figurez-vous que les professeurs ont d'abord demandé des nouvelles de leurs élèves. Et je tiens évidemment à le saluer
avec respect. Le ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye, au micro de nos confrères de LCI, placé en garde à vue. L'auteur présumé de l'agression à un élève de 16 ans n'était pas connu des services de police ni des services de justice, indique le procureur. Et on en parle dans quelques instants, notre grand débat. Venons-en à cet état d'alerte lancé par le ministre de la Transition écologique. Alerte au risque de manque d'eau après ce nouveau record, 32 jours sans pluie sur l'Hexagone. Dès le mois prochain, de nouvelles restrictions d'usage pourraient être prononcées dans certaines régions. Interdiction d'arroser ou de laver sa voiture, des restrictions inédites si tôt dans l'année. Alors chez nos confrères de France Info, le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, indique vouloir réunir dès demain un comité d'anticipation sécheresse. La France est en état d'alerte. Plusieurs choses sont inédites. On est sur les bases de l'hiver le plus sec depuis 1959. Ensuite, à une année dont tout le monde se souvient, 10 mois sur 12 de déficit pluviométrique, avec un triste record au mois de juillet où on était à moins de 8 mm sur la totalité de l'été. Et une sécheresse qui a marqué les esprits, des nappes phréatiques aujourd'hui sur lesquelles on a environ 2 mois de retard en termes de remplissage, et des territoires, à la minute où on se parle, Pyrénées-Orientales, Var depuis hier, Bouches-du-Rhône, Isère, dans lesquels il y a encore des restrictions ou des restrictions qui viennent d'être prises. Et ce sera à nouveau le cas pour d'autres territoires. Christophe Béchu qui annonce aussi réunir dès lundi les préfets coordinateurs de bassin pour faire le point sur la situation hydrique territoire par territoire. Olivier d'Artigol, est-ce que ça pose pas question quand on voit que dans certains endroits, quand on fait des bassines pour garder l'eau quand il y a des pluies, les écologistes font tout pour qu'on ne les construise pas? Oui, bien sûr, ça pose ce problème. Et j'attends du ministre Béchu qu'il sorte un peu du diagnostic, de la caractérisation de la crise. Elle est là. Et qu'il nous présente, si ce n'est des solutions, en tout cas des pistes, des arbitrages politiques, de l'anticipation, des mesures. Parce que systématiquement, ça ne le vise pas particulièrement, mais que certains membres de l'exécutif, pas tous, s'expriment, c'est pour nous dire ce que nous savons quand même déjà. Oui, il n'a pas plu. Je crois que la responsabilité politique dans ce moment-là, c'est avoir le courage de mettre sur la table des pistes et les instruire. Et des filières entières qui sont en danger. Oui. Ouais. Et on termine. Quelqu'un. Jean-Michel Fauvert voulait dire un mot sur les. Oui, non, c'est pas faux. Ce que vient de dire Olivier est pas faux du tout. C'est bien la première fois. Sauf que c'est peut-être la première fois, mais c'est vrai, c'est la première fois que je suis avec lui dans cette émission. Mais ça ne se reproduira pas. Mais il a quand même annoncé, le ministre, en fait, quand il a fait cette annonce-là, et qui sous-tend des restrictions. C'est ça qui est important aussi. Ouais. Et ces restrictions, elles sont nécessaires aussi, quoi, à un certain moment. Mais c'est vrai que c'est un problème qui doit être pris à bras le corps, mais qui quelquefois nous dépasse aussi. Hein. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Philippe Bilger. Ah non, mais moi je attendais le sujet sur les bacchanales. Justement, on y va, on y va. Un certain Et tempérament. pour Philippe Bilger, on termine avec ces infos étonnantes du Parisien aujourd'hui en France à propos des coulisses des débats de la réforme des retraites. Et oui, des députés ivres, dont un par exemple aperçu un député en train de vomir par des huissiers, des bagarres, des insultes et une buvette qui connaîtrait une influence jamais vue au cours des précédentes législatures, au point que les huissiers auraient eu du mal à faire face à la demande durant ces débats sur les retraites. Interrogé sur ces révélations étonnantes par Apolline de Malherbe ce matin sur BFM TV, le secrétaire national du Parti communiste, Fabien Roussel, assure lui n'avoir rien vu de tel. Je ne vais pas mentir, sincèrement non. Je ne vais pas dire que ça n'a pas existé, mais permettez-moi de vous dire que je n'en ai pas entendu parler, je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas constaté. J'ai passé du temps dans l'hémicycle. Quand j'étais pas dans l'hémicycle, je suivais les débats depuis mon bureau. Vous et je n'étiez pas revenais... à la buvette? Non. J'y ai passé peu de temps. Quand j'y suis, je bois de l'eau avec du citron frais et que ça. Et donc, si vous voulez un constat d'huissier, on peut vous le faire. Voilà, du citron frais et de l'eau pour le secrétaire national du Parti communiste. Et Philippe Bilger, rappelez-nous le sujet de votre réquisitoire tout à l'heure, le mensonge en politique. Voilà, mais en fait, même si les vomissements, tout ça n'est pas très beau, je peux comprendre, à la suite de l'épuisement des débats, quelle qu'a été leur qualité, le fait que des gens, des députés éprouvent le besoin d'aller boire un petit peu. Moi, je me souviens quand je sortais des assises à minuit, 1h, 2h du matin, je ne pouvais pas rentrer chez moi sans boire un verre de vin rouge, par exemple. C'était impossible, il fallait... C'est vrai ce qu'il dit, c'est connu. Entre un verre et une bouteille, Jean-Michel Fauvert. Et donc, je ne voudrais pas qu'on jette trop aisément la pierre ou le vin à la tête de ces députés
et franchement, Ouais. En fait, j'étais crevé. Hein. En fait, oui. il faut savoir aussi que la buvette est un endroit primordial. Vous avez deux endroits importants en dehors de l'hémicycle. C'est les toilettes, parce que c'est important. Ouais, Et vous avez la buvette. Et la buvette, c'est un endroit primordial parce que non seulement vous désaltérez, mais aussi vous rencontrez aussi les autres et les autres des autres majorités, des autres groupes, etc. Et vous pouvez discuter d'un certain nombre de choses et apaiser un certain nombre de choses quand ils veulent bien s'apaiser, évidemment. Ouais, c'est ça. Après, quand ils sont dans un état d'excitation phénoménale, c'est pas ça excite plus qu'autre chose. Une question, je reviens sur ce que vous disiez. Il y a les toilettes et Fasma. Est-ce que d'abord ce sont pardon d'être si trivial, ce sont des pissotières. On dit toujours que généralement les garçons à la pissotière se parlent. Non mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. C'est une vraie mais c'est question. ce que je voulais dire. Oui, c'est c'est ça. exactement C'est une ce que vraie je voulais question. dire. Moi, je me souviens d'ailleurs d'une conversation que j'ai eue avec l'ancien Premier ministre, Édouard Philippe, Ouais. au pissotière. On a parlé un peu de politique et beaucoup de boxe et beaucoup de boxe parce qu'il revenait du raid, il venait de boxer contre un boxeur du raid et à un certain moment, il me disait, alors je vais vous le dire pour l'anecdote, il me disait, bon, le boxeur du raid, il fait quand même 2 mètres et il a une grosse allonge. Et il a dit, mais je lui ai dit, mais à ce moment-là, il fallait que tu dises que tu étais Premier ministre. Moi, quand je boxais contre lui, j'ai dit attention, je suis le chef, je suis ton chef. Et il m'a dit, c'est exactement ce que j'ai fait parce que j'en pouvais plus. Olivier d'Artigol, un mot. Pour ce type de débat, si vous n'avez pas une hygiène de vie, vous tenez pas. Et normalement, la buvette est faite pour la conflictualité dans l'hémicycle. Parfois, c'est très rugueux, mais la buvette peut être un moment où, par-delà les sensibilités politiques, on peut quand même discuter et un peu mettre les armes au pied. Il semblerait que les us et coutumes parlementaires évoluent dans la mauvaise direction. Et pour raconter une anecdote sur les pissotières pour Cécile de Bénibus, un jour le général de Gaulle et son ministre des Affaires culturelles Malraux vont voir une pièce de théâtre et ils sont en train de faire pipi et là Malraux dit « Belle pièce mon général » et de Gaulle lui répond « Regardez devant vous Malraux ». Allez, on reste ensemble jusqu'à 19h avec Philippe Bilger, Olivier d'Artigol et Jean-Michel Fauvergue et on va revenir sur cette information terrible. Sur cette enseignante mortellement poignardée ce matin par un élève de 16 ans. Avec cette question, faut-il des états généraux pour renforcer la sécurité dans les établissements scolaires? Pour l'instant, vous êtes très nombreux à réagir sur notre compte Twitter et vous dites oui à 59%. Alors c'était étonnant parce que c'est presque mitigé. 0826 300 300, ce numéro est pour vous. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et nous sommes de retour forcément avec vous, avec Philippe Bilger, avec Olivier d'Artigol, avec Jean-Michel Fauvergue. On est ravis de vous retrouver. 0826 300 300, vous avez envie de débattre avec eux, vous êtes les bienvenus. Tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Un terrible drame à Saint-Jean-de-Luz. Une professeure a été poignardée à mort par un élève en plein cours. Elle est décédée. L'enseignante a été touchée d'un coup de couteau au thorax. L'élève à l'origine du coup mortel a 16 ans et dit avoir entendu des voix lui demandant de passer à l'acte. La scène s'est passée dans ce lycée catholique au centre-ville de Saint-Jean-de-Luz. L'établissement n'est pas forcément identifié comme étant un établissement avec des difficultés. L'adolescent n'est pas connu des services de police. J'imagine à peine le traumatisme que cela peut représenter. Le ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye, se rendra sur place dès aujourd'hui. La question du jour, faut-il des états généraux pour renforcer la sécurité des établissements scolaires? Vous nous dites oui à 59%, 0826 300 300, concernant cette enseignante tuée mortellement ce matin par un élève de 16 ans dans un lycée de Saint-Jean-de-Luz, un drame qui couvre forcément la communauté éducative qui est malheureusement dans le premier plan. Oui, absolument. Alors que depuis une quarantaine d'années, une dizaine de professeurs sont morts dans l'exercice de leurs fonctions d'enseignants. Vous êtes enseignants, vous avez peur? Vous avez déjà vu des choses terribles, des armes rentrer comme des couteaux dans les collèges, dans les lycées. Venez témoigner, on attend votre appel au 0826 300 300. Et pour en parler, Laurent Lamberdière est avec nous, secrétaire général de la formation et enseignement privé, CFDT. Bonsoir, merci d'être avec nous en direct ce soir. Avant de revenir vers vous, Philippe Bilger, forcément un drame de plus, encore un assassinat en plein établissement scolaire. Absolument. Alors, très vite, Cécile. D'abord,
il est évident que malgré la pertinence théorique de la question de Sud Radio, je ne vois pas en quoi des états généraux régleraient le problème. Deuxième élément, je pense que c'est un ministre de l'Éducation nationale qui ne découvre pas la violence dans les établissements de mettre en œuvre un grand plan cohérent, efficace, rigoureux pour répondre à ce défi. Troisième élément, on n'éradiquera jamais la violence totalement dans les établissements comme malheureusement dans la société. Et le dernier élément, et c'est pour ça que c'est très difficile, le mineur en question, on en parlera tout à l'heure, il y a un climat dans notre société qui fait qu'en réalité, même les agresseurs, même les tueurs, sont victimes d'une espèce de modernité dévoyée, d'effervescence discutable, et contre les effets de cette modernité, il est très dur de lutter. Olivier d'Artigol, qui a été prof. Oui, une quinzaine d'années. Alors bien sûr, de nouveau, nous sommes confrontés à une actualité épouvantable, saisissante dans le pays qui a connu ce qui s'est passé pour Samuel Paty. C'est un nouveau séisme, une nouvelle déflagration. Alors bien sûr, on a toujours... Même si on ne peut pas comparer les deux. On ne peut pas comparer, mais pour la communauté éducative, c'est quelque chose qui replonge dans le drame. Violent, voilà, qui replonge dans le drame. Alors bien sûr, après de tels faits, on a toujours envie d'actionner, de trouver la réponse qui permettrait de solutionner, de résoudre. Malheureusement, il y a plusieurs types de réponses. Le fait qu'on réfléchisse à la sécurité dans les établissements scolaires, il faut le faire. Mais pour le coup, ça ne répond pas au sujet qu'on traite via cette actualité. Vous connaissez Saint-Jean-de-Luz, on est en cœur de ville, il n'y a pas d'insécurité, il n'y a pas bon. La question que je me pose, c'est quand même le lien qui a amené à cet acte-là. Est-ce qu'il y a eu des signaux faibles? On nous dit que cet élève a un profil psychologique ou psychiatrique qui pose question. Comment est-ce que est-ce qu'il y a eu un accompagnement? La présence humaine, la médecine scolaire, les psychologues. Bref, est-ce qu'il était possible de détecter des signaux faibles ou plus importants pour anticiper? C'est aussi ça la sécurité, c'est pas que le portique. Jean-Michel Fauvergue. C'est clair que il faut pouvoir répondre à ces questions-là, mais c'est clair aussi qu'il faut pouvoir répondre à une autre question importante, c'est comment se fait-il que un élève dans une classe est un couteau sur lui. Bah oui, c'est ça. S'il n'avait pas eu de couteau, alors peut-être qu'il y aurait eu des violences, sans doute, mais on n'en serait pas à une mort, à une professeure, malheureuse professeure qui est décédée. Donc, à un certain moment, il faut qu'on arrive quand même à répondre déjà à la première question, à ce que soulève Olivier, mais il faut répondre aussi surtout à la deuxième question, c'est en termes de sécurité. Il faut que les professeurs soient maintenant dans des lieux qui sont mieux sécurisés, parce que effectivement, et Philippe l'a dit, on est dans une espèce de société maintenant, on est dans une société qui évolue, qui est en effervescence, qui est en ébullition, qui est contre l'autorité d'une manière générale, ou en tout cas peut-être pas toute la société, mais les porteurs de voix, ceux qu'on entend toujours, sont contre, et on en discutera dans la deuxième partie de l'émission aussi, sont contre tout ce qui est autorité. Donc il faut se prémunir et arriver à protéger nos vaillants enseignants, nos valeureux enseignants, et j'appuie sur ce mot-là, et qui sont aujourd'hui dans un traumatisme complet. Il faut arriver à faire aussi des discours politiques qui touchent aux tripes et qui ne soient pas des discours sans aucune empathie, quoi. C'est un drame absolu. Quand vous avez un flic qui meurt, quand vous avez un enseignant qui meurt, quand vous avez une infirmière qui meurt, etc. C'est un drame absolu. C'est un drame national. Il faut arrêter de dire, d'avoir des discours qui sont linéaires. Il faut faire voir qu'on est à côté d'eux. Et ensuite, il faut aussi essayer de trouver des systèmes, et là, on reviendra là-dessus sans doute. Bien sûr, ça sonne beaucoup, 0826 300 300. Laurent Lorberdière, je le disais, un secrétaire général de la formation et enseignement privé CFDT. Forcément, c'est un moment extrêmement difficile aujourd'hui pour le corps enseignant. Oui, bonjour. Oui, absolument. Bonsoir. Puisque nous, la FEP-CFDT, qui représentons les enseignants du privé, nous sommes sous le choc. Nous dénonçons vraiment ce qui s'est passé aujourd'hui, ce meurtre sauvage de cette collègue enseignante. Nous sommes vraiment bouleversés, consternés qu'il y ait eu autant de violence. Et cette violence
elle existe aussi, elle existe dans la société, mais aujourd'hui, elle existe aussi dans les établissements scolaires, même si vous disiez, il y a eu des faits antérieurs, quelques faits antérieurs, dont c'est le fait concernant Samuel Paty, grave. Et puis, je tiens à dire aussi que ça survient dans des établissements privés sous contrat, établissements catholiques. On n'est pas dans une bulle parce qu'on est enseignant dans un établissement catholique, comme on peut l'entendre quelquefois. Donc, on n'est pas du tout à l'abri aussi d'éléments de faits de cette sorte qui sont gravissimes. Laurent Lambert, pardon de vous couper. Est-ce que vous avez un sentiment de peur? Est-ce que le monde, des enseignants ont ce sentiment de peur? Je ne dirais pas ça. Non. Il y a un sentiment qu'il faut être vigilant aujourd'hui. Il est vrai. Et qu'il y a aussi une demande de sécuriser justement aussi les lieux scolaires, parce que on doit pouvoir exercer son métier, faire cours à des élèves, à transmettre des connaissances, des savoirs et dans des conditions favorables, parce que l'enseignant, avant toute chose, il est là pour transmettre et il veut le faire dans le meilleur confort possible avec ses élèves, les accompagner. Donc, mais il n'y a pas de peur parce que tout peut arriver, malheureusement, et là, c'était imprévisible totalement, je pense. Philippe Bilger. À propos de ce jeune assassin, il y a quelque chose qui me frappe, et j'aimerais votre avis. De la même manière qu'en société, il y a une dégradation très nette. On est passé de délits ou de crimes prévisibles à des subjectivités totalement livrées à elles-mêmes, et qui, dans une totale surprise, frappaient ou tuaient. Est-ce que là, le grand problème dans l'enseignement, ça n'est pas aujourd'hui qu'on a affaire à des psychologies totalement perturbées, sans doute malades, qui peuvent se livrer à n'importe quoi. Autrement dit, c'est un problème, un défi beaucoup plus difficile à relever. Vous ne trouvez pas? J'ajoute un mot, Laurent Lambert. Est-ce que certains jeunes ont encore un surmoi, c'est-à-dire ce qui vous empêche de faire des choses transgressives? Je tiens à dire que les réseaux sociaux aussi favorisent, parce que les réseaux sociaux, les vidéos qui sont de plus en plus violentes, et on le sait que les jeunes visualisent des choses qu'ils ne devraient pas avoir à leur âge. Ils sont à une période aussi compliquée de leur vie. L'adolescence, c'est un moment, c'est une étape de la vie avant l'âge adulte qui est compliquée. Et il est vrai que quelquefois, avec ce qui est vécu et ce qui est tout ce qui est virtuel, de plus en plus, il peut y avoir des jeunes qui se croient dans un autre monde. Mais la réalité fait que justement, on est dans un monde où justement on doit interférer avec les autres personnes, avoir des relations humaines classiques, et c'est là que ça pose souci pour certains jeunes qui dépassent des limites. 0826. Pardon, excusez-moi. 0826 300 300. Quentin de Nice est avec nous. Quentin, vous vouliez réagir forcément, vous, en tant qu'enseignant? Oui, bien sûr. Moi, c'est ça. Honnêtement, tous ces discours me dépriment. Mais rien ne se passe. Mais rien, il y a rien qui bouge, personne ne fait rien. Moi, j'ai entendu le ministre tout à l'heure au micro de LCI. Mais qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il va faire? Mais même quelle est sa légitimité à faire quelque chose? Il a jamais été dans un lycée où il y a un problème. Jamais. Il sort d'Henri IV, il va faire quoi? Qu'est-ce qu'il va faire, Henri IV? Tout ce que vous risquez, c'est qu'on vous dise pas bonjour. Faut vraiment se réveiller là. Non, mais il y a un problème. Je vous le dis très honnêtement. Moi, je suis dans un lycée qui est pour le coup pas facile. Et franchement, j'en ai fait plusieurs qui sont pour le coup pas faciles. Et plusieurs fois, je me suis vu au moins en prendre une. Ouais. Au moins en prendre une, plusieurs fois. Mais ces gens qui veulent changer, qui disent vouloir changer les choses, ils ne peuvent pas, ils ne savent pas ce qui s'y passe. Ils n'ont aucune idée de ce qui s'y passe. Ils les connaissent pas, ces mômes. Ils n'ont jamais été en face de ces mômes. Jamais, dans aucune classe, jamais. Ça veut dire que pour vous, Quentin, ils font du déni, c'est ce que disent beaucoup de gens. Je sais pas si... Non, moi je crois... Ils écoutent, mais c'est totalement inconnu, oui. C'est quelque chose qui leur est inconnu, ni par leurs enfants, ni par eux-mêmes. Ils ne connaissent pas ces endroits. Ils ne les connaissent pas. Donc, quand on ne connaît pas quelque chose, on ne peut pas en proposer une solution, c'est pas possible. Merci beaucoup, Quentin. Restez avec nous. Ça appelle énormément au 0826 300 300. On prend la direction d'Anglette, c'est juste à côté de Saint-Jean-de-Luz, à quelques kilomètres. Bonsoir, Thomas. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, merci d'être avec nous. On vous avec écoute. plaisir, merci à vous.
Mais moi, c'est pour revenir du coup à ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc, comme je l'ai signalé, en fait, ma compagne est maîtresse d'école, donc bon, pour les petites sections maternelles. C'est son rêve. Elle m'a toujours dit que voilà, elle a toujours voulu faire ce métier pour apprendre aux enfants aussi pour leur avenir de plus tard. Peut-être que ce soir je vais rentrer, elle est capable de me dire, bah, en fait, j'ai envie d'arrêter ce boulot parce qu'en fait, il est pas sécurisant maintenant. C'est presque, ça fait aussi peur d'aller en cours, d'apprendre aux élèves que d'aller à la guerre maintenant. Parce qu'en fait, c'est un peu grave ce que je dis, mais c'est ce qui se passe, c'est réel en fait, parce que maintenant, on va dans un établissement scolaire, tout le monde peut rentrer ce qu'il veut. On peut rentrer un couteau, il peut rentrer un pistolet, on l'aurait pas vu non plus. C'est ce que disait Jean-Michel Fauvergue. Oui, c'est quand même dingue qu'on puisse faire rentrer des couteaux à l'école. Mais le truc, c'est que bon, il faut se mettre aussi à la place de c'est compliqué de mettre une personne qui fouille chaque sac de chaque élève. Je sais qu'il y a des lycées, ils sont plus de 300, 400, 600 élèves. C'est très compliqué. Donc comment on peut faire ça? C'est peut-être mettre un détecteur de métaux et ils passent devant ce portillon et s'ils s'habitent, ils sont obligés de montrer le sac. Mais après, à partir de là, c'est compliqué. Après, le truc, c'est que comme on dit que l'enfant a des problèmes psychiatriques, pour moi, c'est un peu trop facile ça. À un moment donné, il faut arrêter ces bêtises et il faut prendre le couteau par les cornes, le taureau par les cornes, pardon, et il faut aller sur une bonne sanction et montrer à toute la France entière qu'on peut plus laisser passer ce genre d'événements terribles, c'est sûr. Thomas, vous restez avec nous. Troisième, Renaud est avec nous, 0826 300 300 qui nous appelle de Rodez. Renaud, bonsoir. Bonsoir, Sud Radio. Bonsoir, les vraies voix. Non, moi, je pense qu'honnêtement, aujourd'hui, il y a un vrai problème dans les établissements scolaires. Il y a plus aucun respect de l'élève envers son professeur ou son enseignant. Moi, honnêtement, je me demande ce que certains parents font. Est-ce qu'ils inculquent le respect de l'enseignant et de l'éducateur? C'est une vraie question qu'il faut se poser. Il y a vraiment des problèmes dans beaucoup d'établissements scolaires et que ça aille de la maternelle au lycée. Il y a beaucoup de professeurs aujourd'hui qui se posent la question de est-ce qu'ils vont continuer à bosser parce que certains se pensent dans une grande insécurité. Moi, je pense que oui, il va falloir de gré ou de force renforcer la sécurité. Il y a une défiance de l'autorité de la part des élèves qui est de plus en plus grandissante, qui est malsaine, et on peut pas laisser nos enseignants aujourd'hui travailler dans des conditions pareilles. Restez avec nous, Renaud. Forcément, Jean-Michel Fauvergue, vous sentez que le ton monte là, ça. Oui, mais c'est tout à fait compréhensible. Je pense que le ton monte parce que ça, c'est ce qui fait déborder ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est ce qui fait déborder un peu le vase. L'affaire d'aujourd'hui, elle est particulière. Hein. Moi, je tiens à le dire, c'est une affaire particulière. Mais la violence dans les lycées, dans les collèges, elle existe depuis longtemps. C'est une réalité. Et si on prend des mesures, on prendrait des mesures pour l'ensemble de ces faits-là. Alors, on n'éviterait pas des faits particuliers, mais il faut se donner la chance aussi de la sécurité. Moi, c'est un discours que je tiens depuis très longtemps. Vous avez dans les académies des équipes de sécurité mobile qui sont là pour renforcer quand les choses se dégradent dans les lycées. Ça, c'est une bonne chose qui a été faite il y a quelques années. Il faut renforcer ça d'une manière générale. Mais on est en train de dire on peut pas fouiller tout le monde. À un certain moment, peut-être que on peut mettre des dispositifs. Parce que je signale, et j'espère qu'on n'en sera jamais là, mais je signale par exemple qu'aux États-Unis, nous en France, on est frappé surtout dans les tueries de masse par des radicalisés, des individus radicalisés. Aux États-Unis, ils ont une tuerie des mass murderers, c'est des tueurs de masse chaque 2 jours et qui rentrent dans des établissements scolaires, dans des lycées, dans des universités. Donc il faut. Alors on n'en est pas là et j'espère qu'on n'y sera jamais. Il y a aussi ce problème d'armes aux États-Unis. Et donc il faut qu'on arrive à mettre aussi des mesures très draconiennes. Oui, peut-être Philippe Bilger ou un mot. Je reprends l'exemple très rapidement des États-Unis. Aux États-Unis, il y a eu des mesures de sécurisation des campus et des établissements scolaires sans que on mette fin à des tueries qui malheureusement rythment l'actualité de ce pays trop souvent. Première chose. Deuxième chose. Bien sûr qu'il faut améliorer tous les dispositifs de sécurité et réfléchir à ce qu'on peut faire encore, mais on ne réglera pas la sécurité
au sein des établissements scolaires sans s'attaquer à toutes les formes d'insécurité dans la société tout entière. C'est-à-dire que l'école ne peut pas à elle seule résoudre des problèmes qui existent bien au-delà et dans la société. Alors il y a la question de la famille, la question de l'éducation, la question de la prévention, la question, je le dis parce que moi ça m'a beaucoup touché, tous les psychiatres que nous rencontrons, je ne veux pas là aller sur ce sujet parce que nous ne savons pas exactement quel est le profil, nous disent qu'ils sont dans une situation de clochardisation aujourd'hui à l'échelle de certains territoires pour faire face à certains cas. Laurent Lamberdière, il nous reste un peu plus d'une minute, allez 2 minutes on va dire. Quand vous entendez tout ce qui est dit, on a l'impression qu'il y a une chose qui est dite notamment au 0826 300 300. Les parents sont là pour éduquer, l'école est là pour enseigner. Est-ce que vous n'y avez pas aujourd'hui finalement les deux à faire en tant qu'enseignant ? Oui, je dirais de plus en plus. De plus en plus, on enseigne, on éduque à la fois. Mais on sait éduquer, mais on sait éduquer si on est formé. Et à la FEP-CFDT, on demande plus de formation pour les enseignants, pour justement ces publics à besoins particuliers, fragiles, qu'on ne sait pas très bien comment prendre en main. Et puis, je tiens à rappeler jusqu'en 2020, il y avait un observatoire de la sécurité, de l'accessibilité aux établissements scolaires. Dans cet observatoire, il y avait une commission intrusion-attentat. Cet observatoire a été dissous en 2020 par l'ancien ministre de l'Éducation nationale, alors que tous les ans, il y avait un rapport qui justement faisait des préconisations. Et il y avait des préconisations qui pouvaient servir aux établissements scolaires, mais ça pour des raisons d'économie. On se souvient à la FEP-CFDT que c'était pour des raisons d'économie qu'on a mis un terme aux observatoires. Alors que nous étions représentants, nous avions notre représentant dans cet observatoire, et je peux vous assurer, je me suis entretenu avec lui tout à l'heure, ça servait à quelque chose. Et c'était très important parce qu'il y avait des représentants du ministère de l'Intérieur également qui étaient présents. Et donc ça, peut-être remettre aussi, avant d'aller des grands états généraux, etc., remettre en place un observatoire pour que des acteurs de l'éducation nationale, avec les autorités, puissent justement envisager des préconisations pour mettre un terme à cette violence, des réponses. Bref, voilà. Merci beaucoup. C'est sûrement une piste, effectivement. Laurent Lamberdière, secrétaire général de la FEP, c'est la formation et enseignant privé CFDT. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir appelé au 0826 300 300. On fait une petite pause dans quelques instants avec le quiz de l'actu. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous souhaite la bienvenue. Merci en tout cas de nous faire confiance tous les jours avec Philippe David et avec Philippe Bilger, bien sûr, et puis avec Jean-Michel Fauvergue et avec Olivier d'Artigol. C'est l'instant où les hommes se révèlent. Voilà. Cette pression. La qualité des hommes, c'est savoir s'ils sont soudés, en équipe, ou ils jouent seuls, ou déconstruits. En tout cas, on aura l'information dans quelques minutes avec Quentin qui est avec nous. Quentin, merci de nous accueillir chez vous. Vous jouez contre qui? Est-ce que vous jouez contre Philippe Bilger, contre Jean-Michel Fauvergue ou contre Olivier d'Artigol? Alors j'aimerais pouvoir dire une fois dans ma vie que j'ai battu le patron du RAID. Voilà, je vais choisir Jean-Michel Fauvergue. Vous pouvez monter d'un ton, vous pouvez dire Olivier. C'est gentil. On va vous aider. Voilà. Vous n'avez pas peur de finir en garde à vue si vous le battez? Non, c'est trop tard. Alors Quentin, on commence par une question. Qui a dit? Ok. Qui a dit, à la suite de la visite d'Emmanuel Macron à Rungis, il n'est plus président de la République, mais un méprisant de la République? Fabien Roussel. Ah oui, Fabien Roussel. Tous les deux. Fabien Roussel, c'est une réponse collégiale de Philippe Bilger et d'Olivier d'Artigol. 2 points pour Quentin. Alors une question people, tiens. Ouais. Quelle est la nouvelle compagne du cinéaste et réalisateur Tim Burton? Alors on peut dire qu'elle est particulièrement belle. Ça, oui, mais il y en a quelques-unes. Il y en a quelques-unes. C'est pas. Ce n'est pas Cécile de Ménibus. Vous nous donnez une indication. Philippe. Elle est brune. Trois possibilités. Elle est brune. Et elle compte pas pour des Roselyne Bachelot, je la vois partout. C'est une belle réponse, quand même. Elle est brune, Roselyne Bachelot. Ah bon? Américaine? Non. Italienne.
Monica Bellucci. Bonne Bravo, Monica Bellucci. 4-0, Monica Bellucci, la C'est nouvelle marrant, compagne de ça Tim vous vient Burton. pas tout de suite, italienne, belle. Non, Belle, brune, italienne. C'est sûr, c'est sûr. Bon, enfin, on en Elle reparle. était avec Vincent Cassel, mais il y a longtemps. Ah oui, il y a. Ah, mais moi il s'est passé j'étais des toujours trucs. là-dessus, moi. Eh oui. Pour un patron du RAID, vos fiches ne sont pas à jour, Jean-Michel Fauvergue. Moi, je suis pas dans le renseignement. Il n'était pas au Meursault. Et Vincent Cassel est avec une bombe. Allez. Beaucoup plus jeune que lui. Ouais. Impressionnant. Elle va imploser bientôt, mais c'est bon. Allez, c'était une question. Qui qu'a dit Qui qu'a dit la NUPES considère l'Assemblée nationale comme un squat pour punk à chien? C'est Bardella. Bonne réponse. C'est effectivement Jordan Bardella. C'est du 100% en fait. Le président du Rassemblement national. Pour l'instant, vous êtes. À 6-0. On frise l'humiliation, hein, Quentin, pour l'instant, avec. Allez, une question. Ça le fait marrer. J'adore ce petit rire moqueur. Une question climat. Quelle région française sera la plus touchée par le réchauffement climatique en 2050? Non. Non, c'est l'Occitanie. Non. Non. Île-de-France? Non. C'est Outre-mer? Non. Nouvelle-Aquitaine. Le Nord. Les Hauts-de-France. Bonne réponse de Jean-Michel Fauvergue. Le policier, l'ex-policier se rebelle. Attention. Il n'y a rien de logique dans tout ça, mais On est à combien Si, c'est logique. Je l'expliquerai après, c'est un peu long, mais j'expliquerai. Voilà. Question, qui qu'a dit, mon cher Quentin, qui qu'a dit Laurent Wauquiez est le candidat naturel de la droite? Hortefeux. Bonne réponse. Oh là là. Brice Hortefeux. Ça. Voilà, vous êtes rapide. Ouais. 8-2. il dit toujours des trucs Hortefeux. Oui, absolument. Il parle dans le Figaro, déjà, c'est déjà pas mal. Une question industrielle. Quelle industrie a été sommée de produire plus et plus vite par le gouvernement? En France. En France, par le gouvernement. Les obus, pour les L'armement, bonne réponse de Jean-Michel Fauvergue. Sébastien Lecornu, ministre de l'Industrie. Allez, dernière question. C'est à vous. Allez, quel cinéaste vient d'obtenir un ours d'or d'honneur pour l'ensemble de ses carrières? The Big One. On sait pas où dire. Non, mais le plus grand qui fait des trucs de fou, qui a fait E.T. Bonne réponse, Voilà. il a dit. Spielberg. Donc c'est vous qui avez gagné. Mon cher Quentin, bravo. Bravo, Quentin. Félicitations. Voilà. Vous avez gagné un stage motivation au RAID. Non mais je pense que Jean-Michel Fauvergue peut s'excuser auprès de Quentin d'avoir été si mauvais. T'imagines l'humiliation? J'ai quand même fait du point. Je suis étonné par ma performance. Mais Quentin et ses affidés étaient très très forts. Était très très fort. Score, vous vous débrouillez. Il est pas mal. Quentin, vous restez avec nous, bien sûr, Bravo, puisque Quentin. vous êtes notre vraie voix jusqu'à 19h. Vous intervenez quand vous voulez. Dans un instant, le coup de gueule de Philippe David sur une plaque en écriture inclusive. Ça l'a énervé. Ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Et puis, on fera le tour de table de l'actu des vraies voix à venir. Merci en tout cas de votre fidélité. Bienvenue à tous. Dans un instant, la suite des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Que le temps passe vite avec vous, mon cher Philippe Bilger, avec vous, Jean-Michel Fauvergue, avec vous, Olivier d'Artigol, et avec vous qui nous écoutez au 0826 300 300 et qui nous parlez surtout grâce à ce numéro. Vous nous écoutez tous les jours, c'est les vraies voix jusqu'à 19h. Dans un instant, ça fait du clic avec Félix Mathieu et on fera le tour de l'actu des vraies voix. Mais en attendant, c'est le coup de gueule de Philippe David. Les vraies voix Sud Radio. Oui, c'est un coup de gueule contre l'écriture inclusive qui est désormais gravée dans le marbre. Enfin non, pas le marbre de l'Académie française ou celui des foyers français ou francophones, mais à l'intérieur de l'Hôtel de Ville de Paris. Une plaque, en effet, qui rend hommage aux conseillers municipaux ayant cumulé au moins 25 années de mandat, aux conseillers.e.s ayant cumulé au moins 25 années.e.s. Ah non, ça marche pas dans ces cas-là. De mandat, eh bien, elle est écrite en écriture inclusive. Alors, une association de défense de la langue française, la FRAV, a porté plainte au nom du respect de la loi Toubon, puisque l'écriture inclusive, rappelons-le, ce n'est pas du français. Une audience a eu lieu au tribunal hier et il y aura un verdict qui sera rendu le 16 mars prochain. Alors, même si la mairie de Paris assure que, je cite, la généralisation de cette typographie sur les plaques commémoratives inaugurées dans l'espace public n'est pas à l'ordre du jour, on peut craindre, oui je le dis, on peut craindre
en cas de décision favorable à la mairie que l'écriture inclusive se multiplie dans les mairies qui approuvent ce vol à puc qui est à la langue française, ce que la piquette est au grand cru. On croise les doigts en attendant le 16 mars. Oui, bravo Philippe. Oui. Indiscutable. Enfin, de mon point de vue, indiscutable. Vous avez totalement raison. Moi, je n'arrive pas, je vais me faire beaucoup d'ennemis à gauche, mais ce n'est pas grave. Je n'arrive pas à... Non, mais c'est pas grave, je suis un dinosaure là-dessus. Je n'arrive pas à lire l'écriture inclusive. Donc, systématiquement, mail, message, c'est poubelle. On me dit, tu m'as pas répondu, mais il faut m'écrire normalement. Je n'arrive pas à le lire. Et moi, je ne saurais même pas l'écrire. C'est pas une... Je n'arrive pas. Et pourtant, Philippe, vous avez raison. Vous avez raison, Philippe, parce que c'est un pied dans la porte, effectivement. Et après, en fonction de ce que va dire de ce que vont dire les magistrats, dont on se méfie toujours. Oui. Parce qu'ils peuvent être capables du meilleur comme du pire. Il leur arrive d'être bien. Il leur arrive quelquefois d'être bien. Et donc, on va voir ce qui se passe. Et vous avez raison, on va croiser les doigts, les orteils, on va tout croiser, quoi. Oui, on va tout croiser. Ouais. En tout cas, c'est le 16 mars. C'est le 16 mars. On va suivre ça de près. On est le combien? Oui, on va suivre. C'est un dossier qu'on va suivre. Ce sera un jeudi. D'accord. Il y aura Françoise Degois. Là, j'ai peut-être poussé un gros coup de gueule dans l'écriture inclusive. Écoutez, vous savez quoi? Préparez-la d'abord. Allez, tout de suite, le top clic avec Félix. Les vraies voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Et Félix a fait du clic puisque près de Bordeaux, la police recherche un héros anonyme qui a empêché un viol. Ce type d'appel à témoins se fait rare. Je compte sur vous pour retrouver ce jeune courageux, écrit le community manager de la police nationale en Gironde en publiant le communiqué suivant sur Twitter. Le 3 février, entre 17h30 et 18h, au 18 rue Schweitzer, à Senon, un jeune adolescent a permis de stopper l'agression d'une jeune fille victime d'une tentative de viol. Il n'était plus présent lors de l'arrivée de nos équipages. Pour le féliciter de son action, la police et le procureur de la République le recherchent. Si vous le connaissez, merci de contacter nos services ou de lui demander de nous joindre. La jeune fille de 13 ans avait été poussée entre deux voitures par un homme de 49 ans qui a tenté de la contraindre à une fellation. Finalement, le jeune ado anonyme est parvenu à mettre l'agresseur en fuite. C'est d'autant plus héroïque vu le profil de l'agresseur. Le Figaro évoque 11 condamnations, dont une qu'il vient de purger, qui avait été prononcée en 2012 pour violence volontaire ayant entraîné la mort. Après cette tentative de viol d'il y a 2 semaines, il a été placé en détention provisoire, indique Sud-Ouest. La police communique même un numéro de téléphone pour le jeune héros anonyme qu'elle souhaite féliciter ou pour ses proches. S'ils veulent indiquer qu'il s'agit de lui, le 05 57 85 73 16. Voilà, c'est une information qui était importante à dire. Un héros, c'est facile, ma chère Cécile, mais demeurer discret, alors là, c'est extraordinaire. Ah bah c'est génial, oui. C'est pas facile d'être un héros. C'est pas facile d'être un héros. Mais on en parlait, ça date 8-10 jours. Et puis, alors, félicitons évidemment cette personne-là, et puis félicitons l'initiative des policiers et de la police de Gironde. De Gironde, c'est ça. Qui effectivement, c'est des choses qui, à mon avis, qu'il faut généraliser. Oui, absolument. Il faut que les policiers puissent, les policiers et les magistrats puissent féliciter les personnes qui interviennent de cette manière-là. Il faudrait tout faire ça. C'est pour ça qu'on insiste pour le faire. Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit et on a un héros du quotidien. Qui? Lui. Il se fait tirer le casque et tout. C'est Philippe David. Qu'est-ce qui parle bien, Olivier d'Artigol? Il montre Philippe David pour les auditeurs, quand même préciser. Il est contre l'écriture inclusive. Et quand vous dites héros du quotidien, héros, vous l'écrivez comment? Concernant Philippe David, ça dépend. Allez. Et quand Philippe... Quand des supporters anglais brandissent des caricatures de 2 ministres français, c'est le spectacle auquel on a pu assister hier soir à Anfield Road lors du match Liverpool-Real Madrid. Liverpool-Real, tiens, une affiche déjà vue au Stade de France en mai dernier. Cette fameuse finale qui avait dérapé avec des supporters bloqués dehors, des affrontements aux abords du stade, un coup d'envoi retardé de 37 minutes. Or, les supporters anglais ont de la mémoire. Ils n'ont toujours pas digéré ces accusations à l'époque du ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin. 30 000 à 40 000 supporters anglais se sont retrouvés au Stade de France, soit sans billets,
soit avec des billets falsifiés. Des supporters anglais auteurs de violences avaient-ils ajouté accusation contre les supporters anglais formulée aussi à l'époque par l'UEFA. Mais un rapport indépendant a depuis donné une toute autre version, mettant plutôt en cause la responsabilité de l'instance du foot européen dans la mauvaise organisation de cette finale. Alors hier, lors de cette nouvelle rencontre Liverpool-Real Madrid, les supporters anglais ont affiché une immense banderole à l'effigie de Gérald Darmanin et de sa collègue ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra. Les deux ministres y sont représentés avec un long nez de Pinocchio, banderole accompagnée de ce message menteur, un terme écrit en français dans le texte. L'UEFA aussi d'ailleurs en a pris pour son grade au passage sur une autre banderole. Et autant vous dire que le résultat sur le terrain hier soir n'aura certainement pas apaisé le courroux des supporters de Liverpool, puisque leur équipe a été battue, ou plutôt humiliée 5-2 par le Real. On en parle encore de cette finale de Ligue des Champions avec les Anglais qui mettent la pagaille partout où ils passent, si on en croit Gérald Darmanin, Jean-Michel Fauvergue. C'est quand même un peu facile d'accuser des gens qui n'y étaient pour rien, qui étaient des victimes souvent, qui se sont fait racketter, taper dessus, etc. Oui, alors Philippe, ils n'étaient pas tous pour rien. Mais effectivement, en cette affaire-là, on a oublié de dire une chose essentielle, c'est que il y a toute la racaille du coin qui était venue, voilà. et c'est elle qui a mis l'essentiel du souk, de la pagaille, si je peux m'exprimer ainsi. Mais il n'y était pas pour rien. Il y a eu effectivement un certain nombre de billets falsifiés. Et d'ailleurs, il suffit de regarder sur Internet la même finale l'année d'avant qui s'est passé à Londres, et vous avez exactement les mêmes choses qui se sont passées. Moins les affrontements, quand même. Moins les affrontements, bien sûr, de la racaille du 93 qui ne s'exporte pas jusqu'à Londres, bien évidemment. On peut espérer que l'Élysée répondra au maire de Liverpool qui a envoyé une lettre, ainsi qu'à d'autres élus. C'est une obsession. Les gens ne savent plus répondre aux courriers qu'on leur adresse, même à l'Élysée. La leçon de tout ça, c'est qu'il peut y avoir de la communication politique à chaud, mais après, pour reprendre le thème du début de l'émission, la vérité éclate. Voilà. Oui, et elle dure très longtemps. Ce sera le mot de la fin de cette séquence. La vérité éclate. Dans un instant, les tours de l'actu des vraies voix avec Philippe Bilger, Olivier D'Artigol, Jean-Michel Fauvergue. Bien entendu, vous voulez réagir. On vous attend, vous êtes les bienvenus. Vous êtes ici chez vous. À tout de suite. Merci d'être avec nous. Ça va, Philippe David? Ça va très bien. Et vous? Oui, elle est pas mal cette émission. Ah bah oui, surtout qu'on a dit que j'étais un héros. Alors là, ça va vraiment très bien. Non, je me souviens pas. Ah bah si. J'ai des témoins. Oui, mais Olivier a parlé du mensonge tout à l'heure. C'est vrai qu'il a dit qu'il mentait. Qui êtes-vous? Sortez de ma chambre. On sort là-bas. En tout cas, Philippe Bilger est avec nous, Olivier D'Artigol et Jean-Michel Fauvergue. Et c'est leur tour de table de l'actu des vraies voix. Ils sont là. Oh, dites, je vais envoyer les actualités. Vous venez les voir dans la cabine? Je vais vous raconter une histoire pas banale. Et vous me racontez pas votre petite journée? On a assez perdu de temps comme ça. Le tour de table de l'actualité. En tout cas, c'est pas sa petite journée qui va rencontrer Philippe Bilger, même si on adorerait. Ma petite journée. Non, j'ai pu changer grâce à vous deux. Ce matin, mon sujet, j'étais parti sur Fabien Roussel et on a parlé d'ailleurs de ce qu'il a dit. Mais je voudrais parler de BHL parce que décidément, je suis un peu obsédé par cette personnalité exceptionnelle. Je l'ai entendu et ce qui me frappe, c'est l'enthousiasme lyrique de BHL lorsqu'il parle de l'Ukraine, lorsqu'il parle des États-Unis, lorsqu'il parle de Zelensky. Je ne me moque pas de lui, mais tout de même, j'aimerais qu'une fois qu'il nous a dit à quel point Zelensky est formidable, comme l'Ukraine est héroïque, comme Biden retrouve la grandeur de l'Amérique et qu'il faut bien sûr soutenir à fond Zelensky parce que Poutine ne doit pas perdre, il faut le vaincre. J'aimerais qu'après avoir eu cet enthousiasme lyrique, talentueux, il accepte de nous donner quelques pistes pour réaliser ses rêves. Et il les donne pas. Ça cache quelque chose. Et ça s'appelle même là Philippe Bilger. Il est peut-être pas là pour ça. Ça n'est pas son sujet. Oui. Et il peut être, comment caractériser ça? Il peut y avoir un souffle, une énergie intacte dans ce qu'il sait faire et qu'il fait bien d'ailleurs. Mais sur l'autre dimension, ça n'est pas son sujet. Jean-Michel Fauvergue, un peu trop lyrique? C'est le personnage qui veut ça, et c'est pas la première fois qu'il le fait, et c'est pas la première cause
entre guillemets, qu'il défend de cette manière-là. C'est vrai que c'est sa marque de fabrique. Après, effectivement, rentrer dans le détail pour savoir comment on va défaire la Russie. Je ne sais pas s'il a toutes les informations là-dessus et s'il a toute la formation là-dessus. Déjà, la guerre est quelque chose de tout à fait instable, donc c'est difficile pour les professionnels de la guerre de se projeter. Je ne sais pas si BHL pourrait nous donner quelques détails particuliers. Jean-Michel, vous qui avez connu dans votre vie au raid des moments où le courage avait vraiment du sens, si vous avez vu les films de BHL, vous considérez qu'il prend des risques lorsqu'il va sur les terrains d'opération ou pas vraiment? C'est sur ses costumes qu'il prend des risques. Moi, je peux pas me prononcer là-dessus. Ouais. Je sais pas exactement. Je l'ai vu dernièrement dans Paris Match. Il était assez éloigné mais ça veut pas dire qu'il va au contact. Je sais pas. Ouais. D'une manière générale, je vais vous dire, ceux qui vont au contact sur des zones de guerre, c'est en général les reporters de guerre quand ils sont autorisés là-dessus, mais pas en tout cas pas des intellectuels qui font le buzz là-dessus d'une manière générale, quoi. Alors lui, peut-être qu'il y est allé, je sais pas, je peux pas vous dire, ce serait étonnant. On passe au tour de table d'Olivier d'Artigol qui veut parler des ZFE. On en a souvent parlé dans les vraies voix qui font rouler la France. Et vous avez raison. Alors pour faire court, on sait que ces zones à faible émission concernent les agglomérations de plus de 150 000 habitants. Et pour résumer, elles interdisent aux voitures les plus polluantes, les plus anciennes, à accéder à ces aires, à ces villes. Centre-ville. En fait. Mais voilà, c'est une bombe sociale à retardement. Alors bien sûr, il faut des mesures pour le climat. La pollution atmosphérique provoque 40 000 morts par an. Il faut donc agir. Mais ce dont je me rends compte, c'est qu'on va retrouver le cœur même de l'éruption, de ce qui avait provoqué l'éruption des Gilets jaunes. Pourquoi? Parce qu'un très grand nombre de familles qui ont ces voitures polluantes, classe moyenne ou classe populaire, ne pourront pas, dans l'état actuel du dispositif, changer. Parce que les aides gouvernementales, le reste à charge est beaucoup trop élevé pour ces familles-là. Et le paradoxe, c'est que ces ZFE ne permettront pas à ces salariés modestes d'accéder à des véhicules moins polluants, alors qu'on laisse circuler les 4x4 urbains les plus récents, qui eux aussi posent quand même un certain nombre de problèmes. Donc il faudrait un moratoire, sinon on va créer une frustration et presque une humiliation pour ces populations qui n'ont pas d'autre choix que de prendre la voiture et qui vont se voir interdire à un moment donné, comme un couperet, le fait de pouvoir aller en ville. Vous vous rendez compte ce que c'est? Presque des gens assignés à résidence, or ils ont besoin de leur voiture. Alors il y a des solutions pour essayer d'augmenter les aides, pour essayer, alors j'ai lu ça, je suis pas un spécialiste, moi je sais pas changer une roue, mais on me dit qu'il y a des choses qui permettraient, par exemple, des dispositifs qui permettent, par exemple, il y a des émissions de particules au freinage qui représentent aujourd'hui autant que les émissions d'échappement. Or, il y a des dispositifs qui existent pour équiper les voitures anciennes pour récupérer ces émissions. Et puis, je pose un pavé dans la mare, peut-être. Pourquoi ne pas aller chercher les profits immenses des sociétés concessionnaires d'autoroutes, puisque là, il y a un rapport de force avec l'État, pour aller chercher ces profits et peut-être les mettre dans les aides pour rendre ces ZFE plus soutenable pour le plus grand nombre. Et accessible. Un mot, Jean-Michel Fauvergue? Oui, pour le coup. Problème de mobilité. Pour le coup, il y a déjà des idyles qui empêchent les voitures de rentrer. Nous qui sommes à Paris, nous le savons bien, qui empêchent les voitures de rentrer et qui se foutent pas mal de savoir qui ça va embêter et si c'est le gros problème pour les artisans. Hein. Oui, c'est ce que j'allais dire. Si c'est celui qui travaille, si celui qui doit se garer, etc., etc. Donc c'est pas juste une question d'État, il y a aussi une question de responsabilité des élus locaux sur ce problème-là. Et la deuxième chose que je voudrais dire, aujourd'hui même ou hier, pardon, le président de la République à Rungis a demandé un coup de pouce, en particulier sur le diesel. C'est quand même quelque chose de nouveau, parce que on se rend bien compte que là on est dans une transition et qu'à un certain moment il faut aider, surtout dans cette période où les gens ont de moins en moins de moyens, il faut aider les gens qui. Oui, pour faire une transition, il faut avoir des moyens automobiles et de mobilité pour faire avancer les choses. Jean-Michel, allez-y, Philippe Bilger. Non, Philippe Bilger, rien dire. Cécile, dans ce domaine. Parce que c'est un pilote automobile. Philippe Bilger. C'est une fusée, on appelle la fusée. Je ne m'en vante pas. Non, il a un chauffeur. Il y a un expert de la police de conduite rapide, de conduite de sécurité de la police m'a proposé de faire un tour dans des voitures et il travaille avec des collectionneurs
et je devrais faire un tour dans une 4 chevaux. Oui. Oh, c'est bien. Oui. C'est super sympa ça. Ouais, moi, je suis fan des vieilles bagnoles. Par contre, celle-là, elle pollue. Je sais comment on va faire. Comment on va faire pour ces. Il faut la rétrofiter. C'est-à-dire qu'il faut enlever le moteur et mettre un moteur électrique. Non, à ce moment-là, vous pourrissez toute la voiture. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas le même son après, c'est pas la même musique. Oh, écoutez, arrêtez de vous plaindre. C'est cette nostalgie. Jean-Michel Fauvergue, pendant que vous êtes là, est-ce que les Français méritent mieux? En tout cas, ce sont les propos d'Elisabeth Borne à l'Assemblée nationale en parlant des obstructions et des invectives. Oui, alors. Moi, vous le savez, j'ai été député, je ne me suis pas représenté, et quand j'étais député, mais c'est quelque chose qui datait depuis pas mal de temps, les collègues se plaignaient ils disaient que l'Assemblée nationale n'était plus qu'une chambre d'enregistrement, ce qui, dans certains cas, n'était pas tout à fait faux, puisque les projets de loi arrivaient, on les changeait à peine et on votait pour, les oppositions votaient contre, voilà, c'était défini comme ça. Sauf que là, sur cette affaire-là, l'affaire des retraites, j'entends, il n'y a même pas eu de vote, on n'est même pas allé jusqu'au bout, puisque l'obstruction, et en particulier des LFI, a fait que il n'y a pas eu de discussion sur le fameux article 7 qui prévoyait la prolongation de 62 à 64 ans, et ça au grand dam et au grand regret de certains, même des oppositions, Fabien Roussel en particulier, qui s'en est plaint. Et du coup, dans cette pagaille énorme, Elisabeth Borne a dit les Français méritent mieux que ça. Arrêtez vos invectives, les Français méritent mieux. Est-ce que les Français méritent mieux? C'est ma question en fait. En réalité, ils ont élu des gens qui sont aujourd'hui à la Chambre. Je dis Chambre parce que effectivement, c'est l'ancien terme, c'est l'endroit où on passe ses nuits, la Chambre, et c'est effectivement ce qui se passe aujourd'hui. On a même des gens qui viennent en pyjama d'ailleurs, hein, si vous le verrez sur quelques photos. Est-ce que les Français méritent mieux que les députés qu'ils ont envoyés à la Chambre? En fait, c'est eux qui les ont envoyés, donc ils ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Et puis, s'ils veulent avoir des députés et des sénateurs qui sont plus surtout les députés d'ailleurs, qui sont plus raisonnables, qui sont dans la lignée de ce qu'on a connu auparavant, avec des gens qui maîtrisent ce qu'ils disent, eh bien peut-être qu'ils devraient se déplacer beaucoup plus aux urnes la prochaine fois. Et ben voilà, ça s'appelle Parlons vrai. Vous restez avec nous dans un instant, le coup de projecteur. On va revenir sur les violences contre l'autorité, contre les policiers. Est-ce que finalement, la question du jour, est-ce que les policiers sont injustement pointés du doigt de plus en plus? Vous nous répondez pour l'instant oui à 72%. On vous attend au standard, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Philippe Bilger est avec nous. Faites attention parce qu'on est à l'antenne et quand vous avez des discussions de garçons, je préfère vous prévenir. Jean-Michel Fauvergue est avec nous. Olivier D'Artigol. Ah oui, vous parlez de football, de machin, de rugby. Ah oui, du rugby. Surtout, oui, des décisions, des réactions de garçons. Bref, vous restez avec nous. On est ravis de vous avoir aujourd'hui. Bienvenue, puisque ça m'a fait perdre le fil, puisque tout de suite c'est le coup de projecteur. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et plus de 85 faits de violence à personnes dépositaires de l'autorité publique sont enregistrés chaque jour par la seule police nationale. Il est probable que les chiffres soient encore sous-évalués, Philippe, face à cette marche anti-flic. Ah oui, les difficultés que rencontrent les policiers vont de mal en pis. En 20 ans, les agressions contre la police ont plus que doublé, à tel point que, c'est le Parisien qui le dit, beaucoup de policiers ou de gendarmes disent à leur fils ou leur fille « Ne dis pas le métier que je fais ». Vous êtes policier, vous êtes femme de policier, on vous attend pour témoigner au 0826 300 300. Et Sébastien Rocher est avec nous, directeur de recherche au CNRS, spécialiste des relations police-population et auteur du livre « La nation inachevée, des jeunes face à la police et à l'école » publié chez Grasset. Bonsoir, merci d'être avec nous, vous apporter votre éclairage. Philippe Bilger, on parle beaucoup, on en parle beaucoup de cette haine entre guillemets anti-flic. Beaucoup de parents disent aujourd'hui à leurs enfants « Ne dis pas quel métier fait ton père ou ta mère ». Oui, alors
Alors, à la fois, depuis des années, les agressions à l'égard des policiers se multiplient. Deuxième élément, il est évident que je considère que on ne défend pas assez les policiers et je crains que Sébastien Rocher ne soit pas de mon avis. En effet, mais ça n'est pas uniquement... Je me souviens d'un biais, pardon, je vais être un peu long, où j'avais imaginé que si j'étais policier, qu'est-ce qui se passerait? J'avais égrené tout ce qu'ils vivent dans la quotidienneté à la suite d'une affaire que j'avais eue aux assises, et ces gens n'osaient plus dire qu'ils étaient policiers. Alors j'y vois deux choses. D'une part, le pouvoir, quel qu'il soit, de droite comme de gauche, n'a pas assez de courage pour affirmer la grandeur du métier de policier, et je dirais les policiers eux-mêmes, par certains côtés, en tout cas médiatiquement, rasent trop les murs et n'ont pas suffisamment d'audace pour affirmer la grandeur de ce même métier. Je dirais la même chose sur la condition de magistrat. Il y a les deux. Ils sont, on leur préjudicie et en même temps, ils ont peur d'affirmer ce qu'ils sont. Olivier d'Artigol. Moi, je fais partie de cette gauche qui pense, qui a toujours défendu qu'il faut une réflexion, une pensée, une politique de gauche concernant la sécurité publique. Et elle commence par le soutien aux forces de l'ordre, aux agents de la sécurité publique. J'ai même envie de dire aux travailleurs de la sécurité publique, parce que quand on voit la sociologie des gardiens de la paix, c'est des enfants du peuple. C'est une réalité. Et donc, chaque fois qu'il y a des paroles qui commencent par stigmatiser, par attaquer les forces de l'ordre, je ne les supporte pas. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir, comme dans tous les métiers, des questions qui se posent et des réponses à y apporter. Donc moi, j'espère qu'on pourra avoir dans le pays un jour un débat de qualité, véritablement instruit, loin des caricatures et des raccourcis. Jean-Michel Fauvergue. Ouais, moi je pense que effectivement, il faut défendre chaque fois que l'on peut les policiers, les gendarmes, ceux qui font de la sécurité publique, les policiers municipaux. Il faut ne jamais se passer de cette envie de les défendre chaque fois que l'on peut. C'est quelque chose d'important. Il faut être aussi fier de son boulot, mais c'est difficile aujourd'hui et je le conçois parfaitement. Mais vous savez, dans cette affaire-là, moi, je bois un peu de petit lait parce que j'ai porté une loi à la sécurité globale avec un fameux article, l'article 24, qui a été tant décrié, pas par les policiers, pas par les gendarmes, pas par l'ensemble de la population, mais toujours par les mêmes sphères, et qui était là visiblement pour protéger les policiers, les gendarmes, les forces de l'ordre, quand on les filmait et quand ensuite on les mettait en cause sur les réseaux sociaux en se servant de ces films-là, et on ne visait pas, je tiens à le dire, les journalistes, et quand on visait aussi leur famille, et qu'on allait les chercher là où la famille était scolarisée, etc. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Et donc on s'est donné les moyens, sur cet article 24, il n'est pas passé en tant que tel, il est repassé après dans une autre loi, la loi sur les principes de la République. On s'est donné les moyens juridiques de faire ça. Maintenant, il faut se donner les moyens judiciaires. Il faut que les pénalités contre les policiers et les forces de l'ordre, tout ce qui représente autorité, les enseignants, on l'a vu tout à l'heure, important, soient mises en œuvre par la justice. On a un problème de justice aussi dans ce domaine-là. Sébastien Rocher, vous êtes avec nous, vous allez faire qu'il y a le juge de paix entre nos trois vraies voix. Quelle est votre approche? Est-ce que pour vous, les policiers sont injustement pointés du doigt? Alors, la réalité est un peu plus compliquée que ce que j'ai pu entendre, parce que pour l'appréhender, il faut... Oui. Allez-y, on vous écoute. D'accord, voilà. Je disais, la réalité est un peu plus compliquée que ce que j'ai entendu, parce que il y a des tensions, évidemment, entre les policiers et la population en France, et particulièrement dans les quartiers pauvres. Mais les polices étrangères connaissent aussi, les quartiers pauvres connaissent aussi les tensions avec les minorités, mais elles ont une autre manière de les aborder. Et lorsqu'on ne voit plus que, je dirais, le bon policier face au mauvais français, on a raté, je dirais, l'essentiel de la question. En fait, il y a des bons policiers et des mauvais policiers. Il y a la bonne police et il y a la mauvaise police.
Et les critiques ne vont pas à la bonne police. Il n'y a personne qui critique les policiers lorsqu'ils vont défendre, par exemple, les Français contre un attentat. Par contre, lorsque les policiers mutilent des participants à une manifestation, lorsqu'ils étouffent Cédric Chouviat comme George Floyd aux États-Unis, à ce moment-là, on a des mouvements très importants de rejet. Donc la question, c'est pas d'aimer la police. Chacun a le droit d'aimer la police. C'est pas une question importante, les sentiments subjectifs de chacun. C'est de regarder les fonctionnaires dans l'action. Et quand on fait ça, la police française est en Europe assez médiocrement classée. Il faut le savoir. Il y a différents indicateurs qui existent. Il y a des choses qu'elle fait pas si mal par rapport à ses voisins. Par exemple, elle se dépêche d'arriver lorsqu'on lui signale qu'il y a un problème. Mais ce qu'elle fait très mal, c'est qu'elle ne sait pas expliquer son action et qu'elle traite les riches beaucoup mieux que les pauvres et les blancs beaucoup mieux que les noirs. Donc en matière d'égalité, elle est très en retrait, ce qui explique aussi une partie des tensions qui ont été mentionnées tout à l'heure. Réaction de Jean-Michel Fauvergue ? Oui, on a dans ce discours-là tous les clichés possibles et imaginables que l'on entend à longueur d'années par des gens bien informés, en tout cas qui possèdent l'information et qui la lâchent jamais. Les clichés sur les blancs, sur les noirs, il faut savoir que la police est un creuset dans lequel vous avez des fonctionnaires de police qui sont de toute provenance, de toute religion aussi. Je peux vous garantir que dans l'équipe d'assaut du RAID contre l'hypercachère ou contre le Bataclan, moi j'avais des policiers du RAID qui étaient de toute religion et pratiquants de toute religion. Il faut arrêter avec ça. Il faut aussi arrêter de dire que la police a esquinté des gens en manifestation. Oui, il y a eu des gens qui ont été blessés en manifestation. Il n'est pas question de le nier. Mais il y a eu des policiers blessés sur ces manifestations. Il y a eu des policiers défigurés. Il y a eu des policiers qui ont été défigurés parce qu'ils ont brûlé avec des cocktails Molotov, etc. Bon, ce qu'il faut, c'est développer. Moi, je suis fortement impliqué dans l'idée de défendre une police de voisinage, pas seulement la police nationale, mais aussi les polices municipales de voisinage, parce que en France, c'est effectivement ce qui nous manque de prime abord, une police de voisinage et du contact. Mais arrêtons de trimballer tous ces clichés-là, c'est inadmissible. Olivier d'Artigol, et on redonne la parole à Sébastien Rocher. Ce qui est intéressant, c'est savoir, d'abord, bien évidemment, la police, les fonctions de la police, dans leur écrasante majorité, accomplissent bien leur mission. Leur mission, de plus en plus, les conditions de travail sont de plus en plus difficiles. Là où il faut pousser un peu le débat, c'est aussi la responsabilité politique. Je me rends compte que ce qui se passe aujourd'hui avec le nouveau préfet de police, M. Nunez, qui a remplacé Didier Lallemand, de nouveau de manifester avec nos enfants sur les épaules, pour reprendre cette expression-là. Beaucoup de personnes, depuis la loi travail et ce qui s'est passé, avaient la crainte dans le mouvement social d'aller vers ces mobilisations. Ça veut donc dire que des commandements, des décisions politiques en termes de maintien de l'ordre, pour ne prendre que ça, ont pu créer des conditions amenant à des dysfonctionnements. Moi, il y a des copains qui m'ont dit, par exemple, Olivier Lénas, tu viens manifester, tu ne fais pas partie des casseurs. Tu vois les casseurs opérer sans qu'il y ait d'intervention. Puis après, les manifestants sont nassés. Nassés, ça veut dire qu'ils n'ont aucune possibilité pendant un long moment de sortir. Et ça les rend fous. Et ça les met même dans une situation d'insécurité. Donc je pense qu'il faut essayer d'aborder ces sujets-là. Mais moi, je tiens à noter positivement qu'avec le préfet de police Nunez, les choses sont ô combien améliorées. Sébastien Rocher. Oui, exactement. Il y a à nouveau, je le redis, il y a la bonne et la mauvaise police. Il n'y a pas la police qui serait sacrée, dont on pourrait rien critiquer. Ça, c'est bon pour les dictatures, c'est le modèle de Poutine. Dans les démocraties, on a le droit de critiquer le service public lorsque ça ne va pas. Et je trouve l'exemple de Nunez est très bon. On peut avoir la police qui envoie les braves, comme on envoyait la cavalerie dans les manifestations du début du siècle, ou on peut avoir une gestion en retenue de la violence policière. C'est le cas de Nunez. C'est la même chose à l'école. Les adolescents qui ont des contacts positifs avec les enfants dans les salles de classe, par exemple dans tout ce qui est sensibilisation face
au risque de l'alcool, de la conduite rapide, etc. Ben, ces adolescents-là, on voit qu'ils ont des opinions positives de la police et partant de la République. Par contre, les enfants qui sont victimes de la discrimination, des contrôles d'identité multiples et répétés, ben ceux-là, ils ont forcément une image négative des policiers et, je le redis, partant de la République. Donc ce qu'il faut vraiment regarder, c'est les pratiques et ceux qui décident les pratiques, donc effectivement les responsables politiques. Et on a maintenant beaucoup d'études. Par rapport à il y a 10 ans, on a des dizaines et des dizaines d'études faites sur la police qui ne sont pas très lues par les responsables politiques, qui n'ont peut-être pas toujours le temps. Mais ces études, elles nous renseignent très bien sur les points forts et les points faibles de la police. Et sur les points faibles, je les ai déjà listés tout à l'heure. Hein. Le fait d'avoir une police qui est discriminatoire vis-à-vis des personnes de couleur, c'est vraiment un handicap terrible dans une société égalitaire. 0826 300 300, Quentin, vous vouliez réagir? Bonsoir Quentin. Bonsoir. Oui, absolument. Alors moi, je n'ai pas de nuance avec ça. Je soutiens absolument la police. À chaque fois que j'ai eu besoin de l'appeler, j'étais très content de l'avoir venir. Là, les clichés qu'on a entendus, franchement, c'est déplorable. C'est vraiment déplorable. Sur les manifestations, quand il y a des blessés, bon, il faut peut-être s'en prendre à ceux qui donnent les ordres et pas aux hommes qui sont sur le terrain et qui font ce qu'ils peuvent et qui obéissent sans doute. Et puis, à chaque fois que j'ai eu, moi, à voir des blessés dus à la police, bah, c'est parce qu'ils n'écoutent pas les ordres. Mais moi, quand un policier dans la rue me dit je m'arrête, bah, je m'arrête, quoi. C'est-à-dire que si dans la rue, il y a un policier qui me dit je m'arrête et que je m'arrête pas et que j'en prends une, ah bah, il fallait s'arrêter. Voilà, c'est pas plus compliqué. Vous voulez vous faire pardonner de Jean-Michel Fauvergue. Ouais, Philippe Bilger veut réagir. Sébastien Rochet, je vais vous poser 2 questions un peu vigoureuses et croyez bien que par rapport à d'autres intellectuels qui parlent de la police, vous êtes celui que je préfère. Ça commence bien. Faites attention, parce que quand on commence comme ça, c'est pas... Vous avez évoqué tout à l'heure la caricature du mauvais français et de la bonne police. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression, vous, de tomber dans la caricature inverse? C'est-à-dire, au fond, la mauvaise police opposée au bon français. Et au fond, est-ce qu'il n'y a pas derrière votre discours et votre analyse quelque chose qui n'est pas loin presque de déclarer que la police, dans notre société, est quasiment présumée coupable, alors que pour ma part, il est clair que je la présume innocente dans la majorité des cas où elle est interpellée et questionnée, voire récusée. Deuxième élément, et j'ai fini, est-ce qu'au fond, tout cela ne vient pas du fait que vous accumulez tout ce qui est de nature à justifier des griefs que personne ne songerait à nier à l'égard des rares transgressions de la police et que vous oubliez tout le reste qui est fondamental? Sébastien Rocher. Alors, sur les rares transgressions, il faut savoir qu'à peu près 30% des contrôles de police sont vécus comme étant discriminatoires. Et il y a des millions de contrôles de police chaque année. C'est quelque chose qui est énorme. Alors ça, c'est des évaluations qu'on a à travers les études faites par l'Agence européenne des droits fondamentaux qui est à Vienne. Donc en fait, ce n'est pas marginal. Et ça ne veut pas non plus dire que c'est le fait de chaque policier à chaque instant. Dire qu'il y a un problème systémique, ce n'est pas dire qu'il y a un problème systématique. Je crois qu'il faut introduire un petit peu de subtilité dans la terminologie. Le problème systémique, il a été également souligné par les hauts fonctionnaires, notamment M. Roux, qui a rendu le rapport à la fois au ministre de l'Intérieur et au ministre de la Justice sur la discrimination, et c'est reconnu dans le rapport. Donc, on commence à voir les problèmes systémiques en France. On n'est qu'au début. Ça, pour répondre à votre deuxième question, et sur la première, vous avez raison. J'ai voulu souligner qu'il pouvait y avoir de la mauvaise police et de la bonne police. Je n'ai jamais voulu dire que tous les torts étaient d'un côté ou de l'autre. Mais quand on a une relation qui se dégrade, c'est de faire une erreur de regarder qu'un des termes de la relation. Quand vous voyez comment la police allemande a tiré une fois sur un véhicule en fuite en 20 ans, et que la police française a tué 13 personnes en 1 an en 2022, vous comprenez bien qu'il y a plusieurs manières de faire la police. Et c'est ça qu'il faut essayer de regarder, c'est les bons benchmarks.
comment font ceux qui font mieux que nous, et il y en a beaucoup en Europe, comme un constructeur automobile regarderait les bons benchmarks. Voilà. Il ne s'agit pas d'un jugement d'un magistrat qui condamnerait. Moi, je ne sais pas condamner, mais par contre, je sais observer, je sais comparer à l'échelle de l'Europe les pratiques policières. Et il faut comparer aussi le nombre de délits de fuite par pays. Merci beaucoup Sébastien Rocher d'avoir été avec nous. Directeur de recherche au CNRS, spécialiste des relations police-population et auteur de ce livre La Nation inachevée des jeunes face à la police et l'école, publié chez Grasset. Merci. Vous restez avec nous. On revient dans un instant avec vous au 0826 300 300. On est ensemble jusqu'à 19h avec Philippe David, avec Jean-Michel Fauvergue, avec Olivier d'Artigol, et vous voulez réagir forcément sur tout ce que vous avez entendu dans cette émission, et c'est le cas d'Emmanuel au 0826 300 300. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Cécile, Bonsoir. Bonsoir à tous les invités, bonsoir Philippe et bonsoir à tous les auditeurs de Sud Radio. Oui, voilà, je voulais revenir sur ce drame qui s'est passé à Saint-Jean-de-Luz, où j'entends certaines voix qui parlent de problèmes peut-être d'éducation, de problèmes où ce sont les parents qui doivent donner l'éducation et pas l'école qui donne l'instruction. Tout ça, on est à peu près d'accord, mais je voudrais revenir sur deux points importants. C'est le premier, les gamins, ils ont de la violence dans les mains, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont sur leur portable accès à tout le temps, pornographie, décapitation, tout n'importe quoi. Et il faut pas oublier que certains gamins ont peut-être mal vécu aussi la période des 2 ans que l'on a eu, où c'était des masques. S'ils avaient le masque sous le nez, c'était une punition. C'était des ronds dans la cour avec la distanciation. C'était des confinements. Et je pense qu'il peut y avoir certains gamins qui pètent, qui vont pas bien, quoi. Donc voilà, je pense que on vit dans cette société où on parle des conséquences. Alors on va mettre peut-être des choses en place, peut-être des fouilles à l'école et tout ça, mais on ne parle pas vraiment des causes. Et les causes de cette violence accessible tout le temps, voilà, une société... Ça veut dire pour vous, Emmanuel, une société un peu dépravée, où c'est du non-genré, où c'est on a accès à tout, quoi. Ça, Restez avec nous. Jean-Michel Fauvergue, banalisation de la violence. Oui, mais c'est tout à fait ça. Mais la problématique, c'est que il y a des choses sur lesquelles on peut agir. Il y a des choses sur lesquelles on peut agir rapidement. Il y a des choses sur lesquelles on peut agir dans le long terme. Il y a des choses sur lesquelles on ne réagira jamais. On ne pourra jamais réagir. Réagir à très court terme, c'est éviter de faire en sorte qu'un élève ait un couteau dans une classe. Ouais. Ça peut se faire. C'est matériellement faisable et possible, à condition de se mettre d'accord, bien évidemment. La deuxième chose, à un peu plus long terme, c'est effectivement qu'un long terme, non, dans du terme normal, c'est que l'éducation des mômes, elle passe aussi par l'éducation que leur donnent leurs parents. Et alors, c'est vrai que la contre-éducation vient des réseaux sociaux. Il y a des trucs bien sur les réseaux sociaux, mais il y a une contre-éducation importante. Donc ça, il faut... comment peut-on réagir? Alors, on peut agir, il y a des termes pour agir là-dessus. Mais on ne pourra pas réagir surtout parce que ces réseaux sociaux s'adaptent énormément à l'environnement et ils vont contribuer à continuer à faire ça. Il repousse les limites à chaque fois. Hein. Alors, il faudra travailler malgré ça. En fait, il faudra travailler malgré ça et arriver à trouver des systèmes malgré ça. Parce que ça continuera à exister. Comme, je fais un petit parallèle, le fait de filmer une intervention en direct quand vous faites une prise d'otage, eh bien ça, il faut faire avec maintenant. Alors, on ne pourra plus jamais l'empêcher. Emmanuel, tout de même, sur la dégradation psychologique des 2 ans entraînés, parce que le mineur en question de Saint-Jean-de-Luz a écouté prétendument des voix dans la nuit et il a agi sous la dictée de ces voix. Donc, probablement, il s'est vu perturbé, amplifié dans son délabrement psychologique. Oui, pardon, Emmanuel, on vous écoute. Oui, je voulais réagir, c'est par rapport à la réactivité des dispositions à mettre en œuvre. Vous avez raison, peut-être fouiller, mais quand on sait censurer, on sait faire de la censure. Quand il y a eu de la censure sur le Covid parce qu'on voulait pas qu'il y ait telle ou telle personne qui parle, des scientifiques ou quoi, on a su censurer sur les réseaux sociaux. Donc pourquoi c'est pas possible pour ces sites qui sont pornographiques ou violents?
Non mais c'est vrai, je pose une question. Il y a quand même un problème fondamental du financement et d'argent là derrière tout ça. Non, mais je vais prendre un exemple. Quand on voit sur Facebook, vous mettez l'origine du monde de Gustave Courbet, vous êtes banni 30 jours, et je crois que tourne encore la vidéo du pilote de chasse jordanien brûlé vif par Daesh dans une cage. Et là, ça pose pas de problème. Est-ce qu'on n'est pas quand même chez les fous, comme le dit Emmanuel? Vous savez ce qui m'a marqué, moi, c'est une loi qu'on avait, la loi Laetitia Avia, qu'on avait votée. Sur les assez rapidement d'ailleurs, ça devait être en 2018 je pense, sur les réseaux sociaux en disant que ils ont obligation à enlever les GAFAM ont obligation d'enlever tout ça dans l'heure qui suit. On a été censuré par le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel nous a censuré là-dessus et on a dû refaire ensuite adapter le système, passer par l'Europe et adapter le système et c'est un système mal foutu. Cette loi répondait à ça aussi. Et donc, à un certain moment, on s'est mis de nos propres barrières aussi. Mais revient le rôle forcément des parents. Ça, c'est un autre sujet. Merci beaucoup, Emmanuel, de nous avoir appelés. Merci, vous nous rappelez quand vous voulez. À très bientôt. Merci Philippe Bilger. On vous retrouve demain à la même heure. Beau. Habillé. Habillé, c'est pas toujours le cas. Oui, non, c'est pas toujours le cas, c'est pour ça que je lui demande. Jean-Michel Fauvergue, la prochaine fois, venez sans rien. Voilà, c'est comme ça, ça changera. Cécile. Pareil pour vous, Olivier d'Artigol. C'est mercredi prochain, je viendrai habillé en agriculteur. En agriculteur. Venez comme vous êtes. Exactement. Nous serons en direct du Salon de l'Agriculture avec Philippe Bilger et bien entendu avec Olivier d'Artigol, avec mon ami Philippe David. Sur le stand des Pyrénées-Atlantiques. On va aller taper au cul des vaches, moi j'adore ça. Oui, dites donc. Mais c'est vrai. Vous allez surtout un peu picoler, on fait pas le genre de la maison. Merci Jean-Michel Fauvergue. Et tâter du saucisson. Enfin quelqu'un qui dit la vérité. Je sens que vous avez envie de venir. Allez, vous restez avec nous. Dans un instant, on va parler Made in France avec de belles entreprises. À tout de suite.